Ok. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, même par voie électronique. J'aurais préféré évidemment être sur place, mais c'est déjà pas mal de pouvoir vous rejoindre en ligne. Alors avec Julien, nous allons vous présenter l'état de l'art de nos recherches sur le projet Territoire zéro chômeur de longue durée, avec donc une présentation qui s'intitule Multiplication des arènes institutionnelles d'expérimentation. Je vais directement rentrer dans le vif du sujet parce que nous avons beaucoup de choses à vous dire. Euh, avec donc quelques considérations sur le contexte de notre propos. Donc, il va s'agir dans cette présentation du projet de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée, qui est donc un projet ambitieux qui est à l'origine en France, qui s'est développé en France, porté par des organisations de la société civile, en particulier ATD Quart Monde, et qui vise à offrir à des personnes privées d'emploi l'opportunité de co-créer leur activité professionnelle en bénéficiant d'un statut social stable et protecteur, mais également, dans le même temps, de répondre aux besoins d'un territoire donné. Alors, comme je vous le disais, ce projet s'est d'abord développé dans un territoire donné en dehors d'un support institutionnel spécifique, ad hoc, et puis à la suite mais déjà avec l'implication d'un grand nombre d'acteurs, hein, et ensuite, à la suite d'années de plaidoyer politique en faveur du projet, le projet a connu une véritable institutionnalisation avec l'adoption d'une loi en 2016, institutionnalisation le dispositif dans 10 micro-territoires. À la suite de cela, je brosse très rapidement, mais on pourra en reparler par la suite si vous le souhaitez. L'expérimentation sur les 10 territoires a été évaluée à la fois par les autorités publiques et par des experts plutôt positivement, et elle a fait l'objet d'une extension d'une seconde loi qui vise donc à étendre ce projet, cette expérimentation, à un plus grand nombre encore de territoires. Alors, en Belgique, un intérêt du monde politique et du monde syndical s'est manifesté, s'est fait ressentir assez vite, en fait, après que le projet soit institutionnalisé en France, avec aussi un plaidoyer pour, cette fois, donc, le développement d'une initiative similaire en Belgique. Très vite, à la suite de cette expression d'intérêt, des chercheurs, dont vos serviteurs notamment, mais pas seulement, ont été sollicités pour s'interroger sur l'opportunité de transposer de transposer l'initiative donc en Belgique et aussi pour interroger sa faisabilité juridique. Voilà, excusez-moi, j'ai un petit passager clandestin qui vient de me rejoindre. Ce sont les aléas du direct. Donc, à la suite de cela, de ces recherches et du plaidoyer, trois gouvernements belges, vous savez qu'en Belgique, on est champion en nombre de gouvernements, ont adopté dans leur déclaration de politique générale leur intention de mettre en œuvre cette initiative sur donc, leur territoire. En 2022, donc c'est tout récent, au niveau donc, de la Wallonie, Julien vous en reparlera. Donc, l'initiative a été intégrée au programme Fonds social européen plus. Et alors, en parallèle de ce développement institutionnel en Belgique, l'idée selon laquelle Territoire zéro chômeur constituait en fait une forme embryonnaire expérimentale de garantie d'emploi a aussi été de plus en plus portée dans la sphère politique et dans la recherche. Et donc, c'est dans ce contexte de la question d'une réplicabilité possible, d'une transposition possible, voire même du prospect d'une généralisation du projet que nous nous sommes interrogés sur les conditions institutionnelles d'un succès de l'expérimentation. Alors, avant de rentrer donc plutôt dans l'analyse du contexte institutionnel, nous avons souhaité revenir sur les finalités, les objectifs de l'expérimentation telles qu'elles ont été, en tout cas formulées par les premiers porteurs du projet et aussi lues, analysées par les chercheurs.
Alors, parmi les finalités, il s'agit, à travers Territoire zéro chômeur, d'universaliser l'accès à l'emploi. C'est cette idée du zéro chômeur, hein, l'initiative porte bien son nom. Il s'agit que cet emploi auquel on donne accès soit un emploi décent, de qualité, et d'assurer à travers cet emploi une sécurité économique aux travailleurs. Il s'agit encore que cet emploi permette une forme d'émancipation des travailleurs qui se situe à la fois sur le plan individuel, la liberté de travailler et de choisir, jusqu'à un certain stade en tout cas, le contenu de son travail et de s'exprimer avec d'autres travailleurs à travers l'autonomie collective. L'ensemble de ces finalités peuvent être présentées clairement comme des formes de concrétisation du droit au travail tel qu'il est formulé notamment à l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, droits humains. Mais à côté de ces objectifs qui concernent directement les travailleurs, ce projet vise aussi à la fois favoriser la vitalité démocratique dans la société et à contribuer à la résilience de territoires spécifiques. Et donc, l'idée est de prendre en compte les besoins des territoires et de tenter d'y répondre à travers ces emplois créés. Et cela se fait par des délibérations à différents niveaux. Une visée démocratique qui se ressent aussi au travers du dispositif expérimental lui-même, puisqu'il s'agit d'un processus d'essai-erreur où les acteurs sont impliqués, on le reviendra à de multiples stades. Et alors, une dernière finalité, on a hésité à l'ajouter comme finalité, on a finalement décidé de l'ajouter, cette finalité de la neutralité budgétaire qui correspond en fait à un discours politique porté sur cette expérimentation, discours selon lequel cette expérimentation, quelque part, elle était neutre sur le plan budgétaire, puisqu'on allait mettre au travail des gens qui étaient subsidiés par l'État, qui étaient payés par l'État, qui représentaient un coût à l'État d'égard, et que donc les mettre au travail représentait une opération neutre, voire même une opération économiquement avantageuse. On reviendra sur cette question. Alors, en France, moi, je vais vous parler un petit peu de la France. Et puis ensuite, Julien vous parlera des nouveautés, puisque c'est surtout en Belgique pour l'instant que ça bouge. Alors, en France, évidemment, donc peut-être petit mot d'introduction. L'idée ici, évidemment, n'est pas d'affirmer qu'il y a un lien causal avec une certaine forme d'institutionnalisation et un succès d'expérimentation. On n'est pas en mesure de dire ça, mais en tout cas de poser l'hypothèse d'un cadre juridique plutôt propice en France au regard donc, du succès pour l'instant de l'expérimentation. Et donc en France, on a un cadre juridique particulier, évidemment, puisque en France, la Constitution donc, ouvre la possibilité explicitement de conduire des politiques publiques de manière expérimentale. Donc, il y a une consécration constitutionnelle. Et dans le cas de territoire, eh bien, il a été fait usage de cette possibilité puisqu'une loi a été adoptée, je vous le disais tout à l'heure déjà en 2016, une loi qui encadre, qui vient institutionnaliser cette expérimentation territoire zéro chômeur. À la suite de celle-là, un décret qui met en œuvre donc, les modalités d'exécution. Et puis, je vous le disais, une seconde loi en 2020 qui élargit, qui rectifie certaines choses et qui élargit le champ de l'expérimentation. Et donc, vous voyez directement, en France, le contexte institutionnel repose sur un choix, un geste fort, puisqu'il y a un encadrement légal spécifique ad hoc autour de ce territoire zéro chômeur. Et l'existence d'un encadrement juridique spécifique autour de l'expérimentation, elle permet de recouvrir les finalités dont on a déjà parlé d'une autorité légale, bien sûr. Elle permet d'organiser une forme de réplicabilité de la première expérimentation, ce qui va évidemment pas de soi avec une expérimentation. Et ensuite, et ça c'est important évidemment, elle permet de légitimer certaines ruptures en légalité, puisqu'il y a dans le territoire zéro chômeur des prises de distance par rapport à certaines règles qui sont valables pour tout le monde. On peut penser par exemple au caractère volontaire de l'implication des personnes sans emploi dans le dispositif, mais aussi aux ruptures d'égalité, puisque par essence, une expérimentation, elle vise un public cible et donc elle crée des distances, enfin en tout cas des différences de traitement entre différentes catégories de personnes ici, de travailleurs sur différents territoires.
Alors, les slides sont extrêmement exhaustifs, donc je ne vais que mettre en évidence certains points saillants qui nous semblaient importants. Alors, quels sont ces différents points ici sur les slides? En fait, l'idée était de mettre en évidence la manière dont l'expérimentation en France avait été institutionnalisée dans le droit, et on a découpé cette manière d'avoir, enfin, cette institutionnalisation en fonction des finalités qu'on a mis en évidence en amont. Donc, je mets en évidence certains points qui nous ont semblé intéressants. Alors, dans un premier temps, certaines finalités, vous le voyez, maîtresses, ont fait l'objet d'une consécration légale. Il s'agit par exemple du caractère volontaire. Vous voyez ici avec cet extrait de l'article 2 de la loi de 2016, des personnes volontaires privées durablement d'emploi, mais aussi cette idée de la non-sélectivité. Toute personne qui souhaiterait participer au projet est bienvenue, aussi dans une rédaction large de l'article. On voit aussi que certains dispositifs légaux spécifiques, donc là on n'est plus vraiment dans les finalités, mais déjà un petit peu dans les moyens, enfin complètement dans les moyens, dispositifs légaux dont on a estimé, dont le législateur a estimé qu'ils étaient indispensables pour atteindre les finalités, ont eux aussi fait l'objet d'une consécration légale. Le recours au contrat à durée indéterminée, qui est quand même un élément clé de l'expérimentation, ou encore le recours au SMIC, au minimum, au salaire minimum pour la rémunération des travailleurs dans territoire zéro chômeur. Donc, on voit que l'institution des fins et des moyens dans la loi permet de garder un cap qui est donc ancré dans le droit, un cap à l'aune duquel l'expérimentation pourra être par la suite, à travers les mécanismes d'évaluation, jaugée, évaluée. Alors, on voit déjà ici, dans ce premier slide, poindre une distance entre certaines des promesses et du discours politique des origines et l'institutionnalisation par le droit. Par exemple, l'idée d'une exhaustivité, zéro chômeur, n'est retrouvée quelque part, n'est retrouvée nulle part explicitement, ou alors encore l'idée de contrat de travail à temps choisi. Alors, je poursuis donc avec quelques points saillants de l'institutionnalisation en France. Ici, donc, ce sont les finalités de l'émancipation à la fois des travailleurs et puis plus largement de la vitalité démocratique qui font l'objet d'une attention. Et on voit que ces finalités ont été institutionnalisées notamment, pas seulement, mais notamment par la création dans le droit d'organes et de procédures à différents niveaux dans lesquels donc une délibération est préconisée. Yes. You both, you and Julian, only have 2 minutes left, and I'm aware that you have another case to present. So perhaps could you maybe wrap the French case up so he can maybe give us some of the headlines of the Belgian case? Ok, Julien, je m'arrête là peut-être alors. Sorry. Non, that's ok. Julien. Bah, si tu veux atterrir, Faut atterrir en 30 secondes. Non, écoute, je te passe la parole, je pense que c'est mieux, parce qu'il faut parler un petit peu du cas belge quand même. Excuse-moi. Je te laisse, c'est toi qui gères les slides? Oui. Ok. Peut-être juste en Belgique, c'est important de rappeler, c'est un État fédéral et il y a une partie donc des compétences qui sont liées à ce projet qui sont gérées par l'État fédéral et une partie qui relève plutôt des entités fédérées. Le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, le droit des sociétés est géré au niveau fédéral. Le droit de tout ce qui a trait à l'économie sociale, à la remise au travail, à l'activation éventuelle des allocations de chômage, ça se gère au niveau des régions, des entités fédérées. Et donc, il y a plusieurs études économiques qui ont été produites en Belgique pour tester cette hypothèse de la neutralité budgétaire dont parlait Oriane tout à l'heure et qui tendent à considérer cette problématique sous un angle global, vu cet enchevêtrement des compétences, et donc à dire que l'opération est neutre, voire bénéficiaire à plein d'égards pour les pouvoirs publics, mais on voit que principalement, en fait, ce sont les régions qui doivent investir de l'argent et les retours sur l'investissement consenti par les régions se fera essentiellement sur les caisses de l'État fédéral, ce qui fait que, par exemple, la région bruxelloise, le ministre de l'Emploi et du Travail et de l'économie sociale et de plein d'autres choses, mais je m'arrête là, bruxellois, dit qu'il attend que le fédéral avance sur le projet pour pouvoir investir sa région dans le projet. Et contrairement à ce que je disais à Isabelle hier, finalement, le gouvernement fédéral n'a pas encore bougé sur le dossier.
Par contre, en Wallonie, il y avait une volonté d'avancer sur le dossier. Et ça s'est fait à travers non pas du droit dur, mais du soft law, avec un appel à projet soutenu par le Fonds social européen. Et donc, l'enjeu, c'est de mobiliser des fonds existants, l'enveloppe budgétaire du Fonds social européen à hauteur d'une 50aine de millions d'euros, et d'autres aides à l'emploi et d'autres types d'aides au recrutement des personnes privées d'emploi qui existent déjà en Wallonie, et essayer de faire un bricolage financier autour de ça. Et il y a donc un appel à projet qui a été publié, si mes souvenirs sont bons, au début du mois d'avril, pour lequel les candidats sont encore en attente de réponse. Donc là, on est vraiment purement sur du spéculatif. On est uniquement sur les supports dont on dispose. Et le seul support plus ou moins juridique dont on dispose, c'est donc le texte de cet appel à projet et la note au gouvernement qui a été publiée par la ministre pour expliciter un peu cet appel à projet. Et donc, ce qui apparaît clairement ici, c'est pour arriver directement à l'enjeu de l'enjeu démocratique, c'est qu'il n'y a pas eu de débat parlementaire autour de cette proposition, que le débat, c'est en l'expérience pour aller un peu droit au but à l'une des conclusions, c'est que c'était une forme d'expérimentalisme de cabinet plutôt que d'expérimentalisme parlementaire, au sens où, y compris les études préparatoires qui ont été menées, dont une par Roland Berger, le cabinet Roland Berger, concurrent de la salle de loi, l'étude en question n'est même pas publique. Donc, une partie des supports dont dispose le gouvernement pour statuer sur ces questions n'ont pas été publicisés. Et on n'a pas le temps, j'ai pas eu le temps de détailler, mais ce qui ne nous a pas empêché non plus d'avoir un impact sur le projet, au sens où, par exemple, les 5 principes qu'on vous a énoncés, qui sont les 5 finalités du dispositif, en fait, elles se retrouvent comme étant les critères d'évaluation du projet, parce que nous, on a été voir le cabinet, on leur a expliqué, en charge du projet, on leur a expliqué en quoi ces finalités nous semblaient importantes d'être énoncées, de se retrouver à un moment dans les textes de loi, c'est-à-dire que les critères de recrutement du projet, les critères de sélection du projet se font sur base des critères que nous, on avait rédigés, et sur base des principes que nous, on avait rédigés, et que l'évaluation, pour laquelle il y a un budget de 80 000 € qui est annoncé par le gouvernement, et se va aussi se faire sur ces critères-là. Ce qui est important donc, de considérer, parce que j'ai vraiment absolument pas le temps de dire quoi que ce soit, c'est que tous les... Excuse me? Yeah, that's what I just said. C'est que l'appel à projet énonce comme finalité et dit que la sélection des projets se fera sur base de toute une série de principes qui sont ceux que Oriane a énoncés, mais qu'il s'agit seulement de sélection des projets. Et donc, dans la façon dont ça va être concrètement mis en œuvre, rien ne dit que c'est sur cette base-là que les projets vont se réaliser, mais on peut avoir l'espoir, et j'ai aucun doute sur le fait qu'une partie des projets vont se réaliser en essayant de réaliser ces finalités. Il n'y a aucun doute aussi que pour d'autres acteurs, entre autres parce que le projet va s'appuyer sur des entreprises existantes, contrairement au cas français, les entreprises existantes, par exemple, ne vont pas modifier leurs organes de décision radicalement du jour au lendemain pour pouvoir faire place aux personnes privées d'emploi et aux autres acteurs du territoire. Elles ne vont pas non plus fermer les yeux sur des investissements économiques qu'elles auraient consentis antérieurement pour réaliser certaines activités et réorienter totalement leur activité. Et donc, elles vont faire avec les ressources dont elles disposent aujourd'hui, et donc sur l'enjeu, par exemple, de résilience du territoire et donc du contenu même des activités qui vont être développées, on peut avoir quelques doutes. Malheureusement, j'avais beaucoup de choses enfin pas des tonnes quand même, mais il me reste vraiment pas beaucoup de temps pour dire quoi que ce soit, donc je vais devoir m'arrêter là et j'espère qu'on pourra en discuter au moment de la discussion